dans cette nouvelle rubrique French francophonie, francologie, que j'ai lancée sur Facebook, je vais parler aujourd'hui de ce qu'on peut appeler l'économie grise. C'est-à-dire, est-ce que la France peut exploiter son capital linguistique? Qu'est-ce que j'entends par là? Je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais pour moi, les ressources du sous-sol appartiennent moins à un pays que ses ressources culturelles. Donc ça paraît évident. Les Français sont les héritiers, les perpétuateurs de ceux qui ont forgé la langue française. Maintenant, si on va chercher les ressources minérales, il est évident que ça correspond à des chronologies beaucoup plus différentes et beaucoup plus anciennes, qui n'ont plus grand-chose à voir avec la culture du pays. Donc il y a une légitimité en soi, de la même façon qu'on exporte des voitures, de la même façon que l'on fait payer les gens qui vont voir des musées, qui vont visiter des châteaux, une légitimité en soi à gagner de l'argent au niveau de la langue. Alors, il y a évidemment l'enseignement du français, qui peut rapporter de l'argent, mais il y a, et ça c'est un point qui semble avoir été considérablement négligé par toutes les études économiques, et qui à mon avis correspond bien à l'économie du XXIe siècle, enfin en tout cas des prochaines décennies, à savoir la question de l'exportation des mots. Le français, depuis un millénaire, a été un énorme exportateur de mots. On le retrouve dans toutes sortes de langues, en anglais, bien évidemment, mais aussi en russe, et aussi en néerlandais, en allemand, etc., sans parler de ce qui se passe dans les populations qui parlent des langues comme l'hébreu ou l'arabe, et qui elles-mêmes empruntent également beaucoup au français sous des formes diverses. Alors, il est évident qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que la question de se faire payer pour l'usage de mots français pose de nombreux problèmes. On est d'accord là-dessus. Mais le rôle des sciences humaines, c'est d'affronter ces problèmes. On est dans le domaine des sciences juridiques, on est dans le domaine de la linguistique, on est dans le domaine de la sociologie, on est dans le domaine de l'histoire. C'est un enjeu extrêmement intéressant. Donc la question que je pose peut déclencher un très grand nombre de recherches et peut avoir des implications économiques évidentes. Première question il y a plusieurs objections à ce genre de projet. La première objection serait comment calculer tout cela, comment quantifier tout cela. Là, nous avons de plus en plus des moyens informatiques tout à fait appropriés. On a vu d'ailleurs les scandales provoqués par la supervision que les Américains font des mails, etc. Autour de certains nombres de mots-clés, on peut tout à fait quantifier, si on fait une liste de mots particuliers, quantifier l'usage de ces mots particuliers dans le monde, et notamment en dehors de la langue française, ou dans d'autres cas que la langue française. Et toute la question est là, c'est l'exportation. C'est pas tellement le fait que les gens parlent le français ailleurs, mais c'est l'exportation des mots français au sein d'autres langues. Alors, donc, le constat peut être effectué. On peut constater, et avec la numérisation, ça sera encore de plus en plus facile, il y aura de moins en moins de livres, même les livres seront eux-mêmes numérisés, comme on sait, un stade ou un autre. On peut
des langues du monde. Ces listes de mots doivent être évidemment préalablement approuvées par des commissions de spécialistes. Des cas qui sont litigieux, qui ne sont pas évidents, sur lesquels c'est pas la peine d'épiloguer, et puis il y a un grand nombre de cas qui sont absolument manifestes. Évidemment, il y a aussi le cas des langues qui utilisent le même alphabet que nous, que l'alphabet latin, et là c'est relativement facile de montrer que c'est la même orthographe, que c'est le même terme qui est employé, littéralement. Et puis il y a des langues, ça passe par le cyrillique, ça passe par l'hébreu, par l'arabe, par d'autres langues, le chinois, etc., le japonais qui utilisent d'autres caractères. Évidemment, la translittération, le changement de l'alphabet peut créer des complications supplémentaires pour l'identification des mots, parce que toute la question, et c'est là un deuxième débat, un deuxième point que je voulais aborder, toute la question, c'est évidemment de savoir à partir de quel moment un mot est emprunté et gardé tel quel, ou bien s'il est transformé. S'il est transformé, je ne parle pas de la différence de sens, différence de prononciation, différence de sens. Moi, j'en reste avant tout au niveau du mot écrit, en tout cas du mot brut, si on peut dire. Alors là, il peut y avoir aussi des débats. À partir de quel moment le mot n'était plus considéré comme un emprunt au français, ou comme un emprunt à notre langue, parce que ce qui est vrai pour le français peut être fait pour toute autre langue. Mais pour le français, c'est particulièrement puissant comme situation. Beaucoup plus qu'en sens inverse en ce temps. Il y a infiniment moins de mots anglais en français que de mots français en anglais. Surtout quand on se souvient que beaucoup de mots anglais en français sont des mots qui viennent du français. La plupart. Le mot entry ou enter sur l'ordinateur, c'est le français entre. Bon. Il y a un très grand nombre de cas de ce genre. Donc il y a une question effectivement de cognition, d'expertise qui se pose, mais on peut déjà démarrer dans le cas de l'anglais, qui est un cas relativement simple pour toutes sortes de raisons, et ne retenir que les mots qui sont identiques dans les deux langues. C'est-à-dire que le mot anglais se retrouve en français. Pas forcément avec le même sens, pas forcément avec la même prononciation, pas forcément avec le même statut grammatical, mais il se retrouve. Et là, on peut encore faire aussi, d'ailleurs, l'abstraction de quelques particularités, par exemple, la déclinaison du mot ne change pas le fait qu'il y a un emprunt. La conjugaison du mot ne change pas le fait qu'il y a un emprunt. D'autant plus que, dans le cas de l'anglais, que j'ai beaucoup travaillé, mais pas seulement, même les conjugaisons, même le fait de mettre un mot au passé, utilise des formes en ED qui sont elles-mêmes d'origine française, puisque c'est l'ED, c'est la marque du passé composé. Donc il faut aussi tenir compte, bien entendu, de la chronologie. Il ne s'agit pas uniquement de parler des emprunts au français moderne, mais des emprunts qui ont pu se produire au cours des 10 derniers siècles, évidemment. Dès lors qu'ils continuent à être utilisés. C'est-à-dire que si le mot a été emprunté au XIIIe siècle et que non seulement, alors il n'est plus utilisé dans la langue courante, mais non plus qu'il ne soit plus utilisé dans la littérature, et qu'on ne réédite pas les ouvrages concernés. Donc on va exclure tout ce qui n'a pas été, dans un premier temps en tout cas, on va exclure tout ce qui n'a pas été réédité et ce qui n'est pas encore utilisé. Mais ça laisse encore un très très grand nombre de mots, ça laisse encore plusieurs, probablement au moins 10 000 mots concernés par cela. On peut même descendre à 1 000 ou à 5 000, enfin peu importe. Mais c'est progressif.
le débat. C'est un vrai débat d'experts, un débat de linguistes. À partir du moment où on va supposer donc que cette première liste a été établie, on va donc considérer tous les gens qui emploient l'anglais, tous les textes qui se servent de l'anglais, et on va étudier à l'intérieur de ces textes, ça peut être aussi des mails, ça peut être aussi des sites, etc. On va étudier, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur n'importe quoi, on va étudier le phénomène des emprunts en confrontant une liste qui aurait donc été établie avec des usages qui utiliseront certains mots de cette liste. Et à partir de là, le français aura des royalties. Donc il y a un mot anglais, mais qui en réalité vient du français. Royalties, c'est aussi un suffixe français. Donc le français recevrait des royalties qui seraient payées par qui? Là aussi, c'est un autre sujet. Qui paiera les royalties au français? La différence, effectivement, c'est que dans le cas du pétrole, on a un objet qu'il faut acheter, et si vous ne payez pas, vous ne le recevez pas. Et dans le cas du français, les gens l'utilisent, qui payent, mais qui ne payent pas. Donc il faudrait quand même voir aussi les sanctions possibles. Hein. Quelles sont les sanctions si on ne paye pas? Donc il y a tout un ensemble de questions juridiques, linguistiques, qui viennent s'enchevêtrer, mais qui sont tout à fait excitantes et intéressantes, qui peuvent susciter des recherches et des découvertes intéressantes dans bien des domaines. On a vu que, par exemple, pour la question des droits musicaux, il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Avec la SACEM, on a quand même été assez loin. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et artistique aussi. Donc il y a des tas de choses qui sont protégées. Il y a les brevets, il y a un ensemble de choses qui sont déposées. Il est évident qu'il faudrait, si ça n'a pas déjà été le cas, déposer la langue française pour qu'elle puisse revendiquer au nom de l'État français, ou peut-être au nom d'une structure privée, je ne sais pas, enfin, ça aussi c'est une question qui est à voir, mais qui puisse revendiquer la récupération des sommes dues. Et alors, bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, il est clair que la langue est un phénomène qui est finalement très conservateur, et que donc par conséquent, à moins que l'anglais n'évacue progressivement ses mots d'origine française, comme les nazis avaient voulu débarrasser la langue allemande des mots français, hein, sans y parvenir beaucoup, en tout cas pas très longtemps, on peut imaginer en effet que rien n'empêche les locuteurs anglais de renoncer aux mots français. Après tout, c'est leur droit. Et dans ce cas-là, effectivement, ils n'auraient pas les mêmes choses à payer. Ce serait un appauvrissement considérable de la langue anglaise. On peut même imaginer difficilement une langue anglaise qui ne serait pas de mots français. Alors que le français pourrait très très bien se passer de tout emprunt à l'anglais. Ça ne serait pas de problème. Donc il n'y a aucune commune mesure, c'est donc pas un phénomène de péréquation. Les Anglais nous doivent tant, nous on leur doit tant. Parce que là, ce serait du 1 sur 1000. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On sait très bien que, par exemple, une revue, un magazine anglais, si vous enlevez les mots français, il est illisible. Un magazine français, vous enlevez les mots anglais, on ne s'en aperçoit même pas. Donc c'est pas du tout comparable. Donc le français a une mine d'or dans les mains, dont il pour l'instant il ne tire aucun bénéfice, et ce sont les Anglais qui quelque part en profitent. Et ça c'est inadmissible. C'est pour ça qu'il y a quelque part une conflictualité entre le français et l'anglais, entre les Français et les Anglais, mais il pourrait aussi y avoir une forme de coopération.